Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième plénière du salon All for Customer Paris. Il reste quelques places de chaque côté, je suis ravi de vous voir si nombreux pour un sujet qui, devinez, n'est pas si original que ça et pourtant au centre de toutes les préoccupations, comme on dit généralement dans notre métier, l'intelligence artificielle vers une relation hors norme. Alors, mon nom est Thierry Spencer, je suis l'auteur du blog Sens du client et co-organisateur des conférences plénières de ce salon depuis maintenant de nombreuses années. Je suis aussi le père de 2 filles qui, si elles étaient là, me diraient Papa, il n'y a que des hommes sur scène ?» Alors, je lui ai déjà répondu, j'ai déjà répondu à cette question. Je lui ai dit oui, mais sur toutes les plénières, il y a la parfaite parité. Donc, il y aura aussi des plénières avec 4 femmes, donc, et avec une parité respectée. Donc, je tenais à le préciser en introduction. Alors, le thème que nous allons aborder, bien sûr, il est un peu le fil rouge de cette édition du salon All for Customer Paris. Et pour ça, on a avec nous 3 speakers de 3 entreprises différentes qui opèrent dans 3 secteurs et même de tailles différentes. Et sans plus attendre, puisque vous les voyez affichés de part et d'autre de l'écran, vous voyez les intervenants de cette table ronde. Alors peut-être avant, je vous précise que vous pouvez poser toutes vos questions au 06 44 64 37 39 ou depuis l'application Livey avec plaisir. Toutes vos questions arriveront sur cette tablette et dans le dernier quart d'heure, je poserai vos questions après modération, bien entendu, à nos invités. Alors je me tourne directement vers mon voisin de gauche. Laurent Vinas, vous êtes Global Satisfaction Manager chez Alltrix. Est-ce que vous pouvez vous présenter puis nous présenter votre entreprise ? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous déjà. Donc, je m'appelle en effet Laurent Vinas. Je suis Global Satisfaction Manager chez Alltrix. Alors, je reviendrai après sur ce à quoi ça correspond. Mais donc déjà pour présenter un petit peu l'entreprise, on est une plateforme omnicanal qui dispose d'un site de e-commerce et de 9 magasins, donc une partie retail physique également. On est spécialisé dans le sport, plus particulièrement dans le vélo, le running et l'outdoor. Donc on a un positionnement de spécialiste sur ces verticales-là. On fait partie du groupe Decathlon depuis quelques années maintenant. Et du coup, pour ma partie chez Alltrix, ça fait 13 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai commencé en tant que conseiller client chez Alltrix, ensuite responsable du service client qui n'existait pas vraiment, qui était en train de se construire. Je suis arrivé au tout début de l'histoire de l'entreprise. On était une douzaine de collaborateurs, aujourd'hui on est 350. Et donc aujourd'hui, je suis responsable de la satisfaction globale, donc en français, ce qui consiste à aligner tous les services de l'entreprise vers la satisfaction client, donc essayer de garder toujours ce sujet satisfaction au cœur évidemment du service client, mais pas que, de tous les autres services, d'aligner vraiment tout le monde vers cet objectif-là, malgré la croissance et les différentes choses qu'on met en place au fur et à mesure. Donc voilà pour ma mission. Et pour donner un dernier chiffre pour un ordre de grandeur, Alltrix, donc c'est environ 240 millions de volume d'affaires en 2024. Merci, je suis assez jaloux parce qu'avoir un titre comme Global Satisfaction Manager, j'aurais rêvé d'occuper cette fonction. Peut-être qu'il y a des clientes ou des clients de Alltrix. Levez la main, toutes celles et ceux qui ont déjà commandé chez Alltrix. Ouais, il y en a quelques-uns. Vous êtes sportif, vous pouvez lever la main plus haut, hein. Mais j'en vois, ça correspond peut-être à votre part de marché. Et puis ce matin, on a pu entendre lors de la première plénière donc Christophe Leclerc qui a été élu directeur client de l'année, qui est le directeur de la relation client de Decathlon. Votre cousin, votre maison mère, je ne sais pas comment l'appeler, votre actionnaire. Oui, exactement, c'est notre actionnaire principal et on a pas mal de synergies avec eux sur les thématiques clients. Merci Sébastien Parent, vous êtes directeur relations clients et expérience client chez Gaz de Bordeaux. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours et puis votre entreprise ? Bonjour à tous. Alors, pour présenter Gaz de Bordeaux. Gaz de Bordeaux, c'est un fournisseur de gaz et d'électricité verte partout en France. C'est une entreprise qui qui va bientôt avoir ses 150 ans, je pense, au cours de l'année. Donc, c'est une entreprise plutôt avec d'expérience, mais relativement tournée vers l'avenir, parce qu'on travaille beaucoup sur la transition énergétique.
On est 5e fournisseur de gaz en France et on a 164 salariés, une relation 100% France garantie. Relation client 100% France garantie. Moi, pour ma part, donc je suis directeur relations expérience client. Je suis rentré chez Gaz de Bordeaux en 2017 pour gérer plutôt l'acquisition digitale parce que mon background il est plutôt dans la tech et dans le digital et on a basculé relativement vite vers la relation client pour travailler la digitalisation de la relation client, justement comment on va pouvoir mettre en place ces nouveaux canaux et les piloter. Donc voilà, depuis 2017 chez Gaz de Bordeaux. Merci, vous êtes un peu l'incarnation de l'évolution de ce salon, parce que vous vous souvenez, ce salon avant c'était stratégie client et e-marketing et c'est devenu All for Customer. Donc un profil venant du marketing et de la tech qui évolue vers la relation client et l'expérience client fait partie de ces parcours qui sont à mon avis très représentatifs. Merci pour cette introduction. Romain Carat, je suis très heureux de vous accueillir pour plein de raisons. Alors déjà d'une part parce que j'ai reçu ma rétrospective, j'ai fait plus de 60 000 km en train l'année dernière, donc mes filles sont très fiers de moi, pas toujours comme vous l'avez vu, mais donc vous êtes directeur de la relation client chez SNCF Connect, une entreprise qui a été récompensée plusieurs fois pour la qualité de sa relation, avec 2 prix élus service client de l'année et une 2e place au podium sectoriel de la meilleure relation client digitale CaliWeb qui a été remis il y a une dizaine de jours par Cossedal Conseil. Est-ce que vous pourriez nous présenter SNCF Connect particulièrement puisque c'est l'entreprise dont vous êtes directeur de la relation client? Oui, bien sûr. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. SNCF Connect, c'est le site et l'app des mobilités durables. Effectivement, pour vos trajets, qu'il s'agisse des trajets du quotidien ou vos trajets grande ligne, grande vitesse. Quelques chiffres, SNCF Connect, c'est 4,2 millions d'utilisateurs au quotidien. L'année dernière, en 2024, 16,5 millions de clients nous ont fait confiance et on a vendu 228 millions de billets. Et je suis effectivement le directeur de la relation client. Chez SNCF Connect, la relation client, c'est une vingtaine de personnes et j'en vois ici dans la salle. Je leur dis bonjour. Donc une vingtaine d'experts en fait et centrés clients et 150 conseillers, tous basés en France, pour accompagner à l'année 1,5 million de clients sur 9 canaux différents. Merci et bravo pour tous les prix de la relation client. Merci Thierry. Laurent Vinas, de quoi est-ce que le client a besoin pour réussir son expérience chez Alltrix? Une autre façon de vous demander de planter un peu le décor et de nous parler du dispositif global de relation client. Ok, alors chez Alltrix, je pense comme sur beaucoup de sites, le client il a besoin d'être rassuré, accompagné dans ses choix, surtout parce qu'on est, comme je le disais, dans un domaine sportif, mais ça reste des produits assez techniques. Donc voilà, il y a pas mal d'accompagnement qu'on met en place pour les clients et puis pour toutes les problématiques e-commerce, de livraison et autres qu'on connaît tous sur ce secteur-là. Donc au niveau de l'organisation chez nous, on a une partie en interne directement, ce qu'on appelle communément le niveau 3, donc les demandes les plus techniques justement sur les produits ou les litiges ou les choses voilà, qui nécessitent des connaissances un peu plus poussées en interne, avec des conseillers du coup basés sur nos différents sites en France. Ensuite, on a des partenaires avec des outsourceurs. Donc, on a en l'occurrence 2 outsourceurs qui sont basés sur 3 sites. Donc, vous pouvez les citer, hein, ils sont certainement là. Ils sont peut-être dans les parages. On travaille avec Armatis sur le Portugal et la Pologne. Et on travaille avec ABL à Madagascar. Donc ça c'est pour la partie plutôt on va dire niveau 1, niveau 2. Donc les demandes un peu plus simples entre guillemets à traiter, en tout cas plus faciles à externaliser. Mais il y a aussi du niveau 2 en externe pour des choses un peu plus poussées. On est principalement présent sur les canaux classiques, donc le mail et le téléphone. C'est en tout cas les canaux historiques qu'on a chez nous. Plus récemment sur du chatbot et puis dans la partie self-care on a aussi une foire aux questions FAQ dynamique qu'on a avec Smart Tribune qui sont dans les parages aussi normalement. Donc ça c'est pour la partie self-care et enfin après on a aussi toute la partie retail donc avec nos conseillers magasins qui sont quand même un solide relais pour la relation client pour avoir les produits en vrai etc.
Et enfin, sur la partie online, il reste 2 petites briques que je n'ai pas encore citées, qui sont un chat avec des ambassadeurs externes, avec iAdvise, où on a là, pour le coup, des gens qui sont depuis chez eux, des passionnés de sport, vélo, running, comme je le disais, et qui vont conseiller sur le choix produit, là, cette fois. Et un dernier dispositif qui est un personal shopper. Donc quand on veut acheter un vélo à plusieurs milliers d'euros ou même un produit technique qui est assez compliqué à appréhender, on peut prendre un rendez-vous, réserver un créneau avec cette personne et avoir un peu plus d'expertise. Oui, c'est ce que disait Christophe Leclerc ce matin, le directeur de la relation client de Decathlon, qui parlait de lui-même son expérimentation chez Decathlon. En vous écoutant, c'est vrai que le rapprochement semble évident. Hein, la passion pour des produits passion et puis une relation client qui peut être complexe ou technique sur certains produits. Alors Sébastien Parent, vous dites, quand on avait échangé pour préparer cette table ronde, vous dites que vous êtes à la tête d'un centre, vous avez le sens de la formule, hein, je vous l'ai déjà dit, mais vous allez voir, j'en ai quelques-unes pas mal. Donc vous dites que vous êtes à la tête d'un centre d'expérience et pas d'un centre de coût. Et alors quels sont les canaux qui sont à disposition des clients de Gaz de Bordeaux? Quel est un peu votre dispositif vous aussi? Alors effectivement, je parle de centre d'expérience parce que la relation client dans le monde de l'énergie, c'est un élément constitutif du produit que l'on doit servir à nos clients. On n'a pas une électricité qui éclaire mieux que les autres, on n'a pas un gaz qui chauffe mieux que les autres, c'est un électron, c'est des atomes, des molécules, pardon. On a exactement le même produit, les différences peuvent se faire sur le prix. Ou sur l'origine, une énergie verte ou pas. Par contre, la grosse différence, ça va se faire sur le service et sur la relation client, et c'est pour ça qu'on parle d'un service client qui fait partie du produit qui est vendu auprès de nos clients. Donc nous, on est sur un dispositif assez similaire à Alltrix, c'est-à-dire qu'on a un canal voix, un canal mail, on a aussi la mise en place de chatbot et de callbot, et sur la partie self-care. La partie self-care représente aujourd'hui, même si on est en train de travailler sur calculer le taux d'escalade, la partie self-care représente 30% des échanges quand même sur la relation client. Donc c'est un canal qu'il ne faut pas négliger, qui doit être piloté aussi finement que les restes. Voilà, notre dispositif, c'est un centre de relation client qui est au cœur du siège de Gaz de Bordeaux. On a 60 conseillers environ, sur 160 salariés, donc ça représente quand même une part importante de l'activité. Ces 60 conseillers sont uniquement pour la relation client particulier. On a aussi d'autres personnes pour la partie professionnelle. Que moi, je ne m'occupe que des particuliers, c'est déjà beaucoup de travail. Donc on a ce dispositif qui est vraiment au cœur de l'entreprise, d'avoir cette relation client basée uniquement à Bordeaux. Au sein du siège, on a aussi un petit peu d'outsourcing pour la partie plutôt HNO. Je vais citer aussi sur un TAC dans la salle, c'est Télétech. C'est quoi HNO? C'est ce qu'on appelle les heures non ouvrées. C'est plutôt qu'on nous appelle un peu plus tard le soir ou sur des jours ou plutôt le samedi. Voilà, c'est ce qu'on appelle le HNO chez nous. Donc on a donc vraiment 90% qui est géré en interne, 10% en externalisation, et on travaille. C'est pour ça qu'on est assez proche de Alltrix. On travaille aussi avec Smart Tribune, et l'ensemble est piloté par un seul et même produit chez nous en interne, qui est l'outil Camo, qui centralise l'ensemble des interactions, que ce soit voix, mail, remontée des bots et même l'accueil physique chez nous. Merci beaucoup. Merci aussi de citer vos prestataires, c'est important, ça peut vous donner des idées de visite après cette plénière. Et j'aime bien aussi, j'ai insisté, j'ai fait une petite blague sur le fait que vous parliez de centre d'expérience, mais il est toujours très important pour les professionnels de nommer des choses pour qu'elles soient aspirationnelles, ne serait-ce que pour les collaboratrices et les collaborateurs en interne. Ça change la vision qu'on a de la relation et de l'expérience client. Dire un centre d'expérience de la même façon que VP parle de sa relation membre, par exemple, ou de la même façon que certaines entreprises ont décidé de tordre le cou à la DMT, la durée moyenne de traitement, parce qu'on ne traite pas un client, on est en conversation avec un client. Je referme un peu ma parenthèse culture client, si je puis dire. Alors Romain Cara, quels sont les grands équilibres entre les canaux, les choix stratégiques sur la façon d'entrer en relation avec SNCF Connect? Oui, effectivement, nous, sur les plateformes digitales, très vite et dès le lancement de SNCF Connect, en fait, on a fait le choix en stratégie relationnelle
de commencer par s'adresser à un bot conversationnel, tout en veillant dans nos parcours à toujours proposer au besoin et si nécessaire une escalade vers l'un de nos enchanteurs, un de nos conseillers. Je retiens tes formules, Thierry. Voilà, et sur 9 canaux de contact. Ce qui est important, en fait, ce bot conversationnel et le choix qu'on a pu faire, il s'avère aujourd'hui payant. On voit aujourd'hui les ruptures, et on va revenir de l'IA gène, en fait, ce qui bouge aujourd'hui, et on voit que ça bouge beaucoup. Je fais juste un dis-moi. IA gène, intelligence artificielle générative égale des modèles qu'on soit bien d'accord, parce qu'on n'est pas tous Perplexity, etc. Merci. Et effectivement, dans ces modèles-là, aujourd'hui, on a des bots, et vous pouvez le tester chez nous. En fait, derrière cette techno, en fait, c'est plus l'ancienne techno qu'on a pu mettre en place dans ces différents systèmes de bots où voilà, ces bots comprenaient entre guillemets un mot sur deux, des mots-clés, et vous proposez de basculer vers des pages de FAQ où vous, clients, ou vous, utilisateurs, faisiez l'effort de relire beaucoup de pavés, beaucoup de choses, etc. Cette technologie, en tous les cas d'IA générative, mais mis au cœur du bot, en fait, permet d'avoir vision utilisateur, déjà une meilleure compréhension et une très bonne compréhension, de vous restituer davantage d'éléments qui sont compréhensibles, détaillés et personnalisés par rapport à vos besoins. Et donc c'est tout simplement une mise à niveau. En fait, certains tech parlent d'aide technique. Je pense qu'on y est en fait. Avec ces technos, on récupère un petit peu une dette technique d'anciennes solutions, en tous les cas d'accompagnement, de services, voilà, ou par rapport à des informations qu'on recherche sur un site web ou un site internet. Le robot dont on parle, c'est la nouvelle version du WeBot qu'on a connu avec WeSNCF, ou c'est un tout autre robot? C'est le même. C'est le même, simplement, effectivement. C'est un vieux robot, finalement. C'est un vieux robot. Alors, SNCF Connect fête ses 25 ans cette année. A eu effectivement plusieurs vies, entre voyagesncf.com, WeSNCF et SNCF Connect. Mais c'est un robot qui, comme nous, en fait, apprend, évolue, grandit, écoute ses clients, et puis qui est aussi testé, mesuré, et qui permet de proposer aujourd'hui des services plus performants, en tous les cas, aux utilisateurs. Ça y est, on est arrivé au jour où on pouvait parler de vieux robots dans une conférence plénière de All for Customer. C'est donc aujourd'hui, et c'est pas un poisson d'avril. Laurent Vinas, vous comptez parmi, si vous êtes ici aussi pour témoigner, c'est parce que vous faites partie pour moi, des sociétés qui sont plutôt en pointe dans certains usages de l'IA dans la relation client. Alors justement, quels sont ces usages ? Effectivement, chez Alltrix, on est une entreprise à la base, un pure player e-commerce, donc on a toujours été assez... Oui, vous avez fait le chemin presque, pas inverse, mais un autre chemin par rapport à Decathlon. C'est-à-dire que vous avez commencé à distance, vous avez ouvert des magasins. Aujourd'hui, eux ont commencé, évidemment, il y a très longtemps, dans les magasins, et aujourd'hui, ils vendent aussi à distance. Pardon. Non, mais tout à fait, c'est exactement ça. Du coup, on a toujours eu cette culture quand même assez axée sur les technologies, la data, etc. Donc d'ailleurs, une petite parenthèse, mais chez Alltrix, l'IA est présente au service client, mais aussi de manière générale en fait dans l'entreprise. On a une culture assez data tech, et du coup l'IA a assez vite intégré nos utilisations. On a des choses, par exemple, même en front pour le client, sur de la recommandation produit, pour les équipes qui créent les catalogues de fiches produits, parce qu'on a des centaines de milliers de produits, on a 300-400 fournisseurs et 600 marques, donc on a vraiment une offre assez large. Et du coup, pour catégoriser correctement ces produits, on s'aide de l'IA, notamment pour avoir des suggestions de catégorisation, par exemple. Et dernier exemple concret qui peut parler à tout le monde, on a tout un volet, j'en ai pas parlé, mais on a tout un volet seconde main, produit d'occasion. Et du coup, quand un client veut revendre un vélo dans un magasin ou via le site, on a de la suggestion de prix aussi, de reprise, qui se fait grâce à des modèles IA chez nous, pour le coup, sur la partie data. Mais en tout cas, pour se concentrer sur le service client, on a le chatbot avec Smart Tribune, comme c'était dit juste avant, qui est quelque chose qu'on a lancé il y a quelques mois maintenant,
Donc là, pareil, pour rejoindre ce que disait aussi Romain, nous, on a à la fois effectivement l'IA générative qui permet de répondre à des questions qu'on n'aurait pas forcément anticipées ou en tout cas qu'on n'a pas définies exactement comme elle est posée par le client. Donc ça, c'est là où c'est la valeur ajoutée de l'IA générative. Et après, on a aussi toute une partie où on a défini des parcours dans le chatbot en fonction si c'est une question sur une commande, sur un paiement, sur la livraison, où derrière on a nos process qui sont chaînés et nos outils qui sont interrogés, que ce soit Salesforce ou autre, pour avoir la réponse la plus complète possible, puisque le but c'est quand même malgré tout d'éviter un contact sur les autres canaux, c'est pas juste pour faire doublon, quoi. Donc il faut essayer d'avoir quelque chose qui est assez complet là-dessus. Ensuite, sur la partie service client, toujours, on a des choses aussi au niveau des avis clients. On a des sondages de satisfaction avec Did You Enjoy, qui est un de nos partenaires. Et là, ça nous sert notamment à catégoriser les retours clients. On a des volumes, on a quand même quelques milliers de retours chaque mois, enfin même dizaines de milliers. Donc on ne peut pas tous les lire un par un, évidemment. Donc là, l'IA va nous aider en fait à regrouper, à sortir les thématiques facilement. Et c'est toujours un peu des choses qu'on utilise dans la discussion en interne après pour se rendre compte de vraiment qu'est-ce qui a du poids, quels sont les points les plus remontés sur des périodes. Donc ça nous permet d'être assez réactifs et d'avoir une vision assez précise de ce que pense le client. Et dernier usage qui est intéressant aussi, qui est assez récent, avec notre partenaire Armatis. J'en ai pas parlé parce qu'on est principalement présent sur la France, mais on a quand même aussi plus de 20% de notre business qui se fait à l'international. Donc du coup, on a des conseillers dans les différentes langues, et notamment sur les langues, on a des plus petits volumes. Donc l'intérêt de l'IA, c'est que ça va nous permettre, grâce à de la traduction, d'avoir des conseillers qui sont plus flexibles, qui vont pouvoir répondre à des questions dans plusieurs langues. Grâce à la traduction IA, on commence à avoir quand même des modèles maintenant qui sont très pertinents, et pour le client la réponse est largement qualitative. Il n'a pas l'impression qu'il parle à un robot qui traduit un mot sur deux, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien évolué. Merci beaucoup. Merci pour cet exemple inspirant qui nous montre qu'il y a des entreprises qui, finalement, l'intelligence artificielle, elle n'est pas arrivée par la relation client, elle infuse dans toute l'entreprise par une forte culture des données, mais on en parlera tout à l'heure. Merci. Sébastien Parent, vous me disiez pendant la préparation que vous avez fait un exercice de bon sens, et j'aimerais vraiment qu'on vous écoute à ce sujet-là, de définir ce qu'est et ce que n'est pas l'IA. Et j'aimerais, avant de nous dire quels sont vos usages actuels de l'IA, les résultats de cet exercice interne, pour mettre les choses bien au clair en interne avec vos équipes. Oui, on a fait cet exercice-là parce que effectivement l'IA était un peu à toutes les sauces et c'est un peu présenté comme la solution à tout. Il suffit de se balader un petit peu là dans le salon et de trouver des stands où il n'y a pas marqué IA. Je pense que ça va être assez compliqué. Ça peut même être un challenge pour certains. Mais on a aujourd'hui l'IA qui est présentée vraiment comme l'alpha et l'oméga de la relation client. Et en fait, c'est compliqué parce que la relation client, sont aussi des conseillers qui entendent ça. Qui doivent se dire oui, ok, l'IA ça va être la réponse à tout, mais moi je suis la réponse à quoi du coup, et comment on va pouvoir faire cette acculturation et comment on va pouvoir choisir aussi où aller avec l'IA, parce que l'autre problématique d'être la solution à tout, c'est que ça change tout le temps et qu'on n'a pas fait le choix d'une techno, le choix d'une orientation, que déjà il y en a une autre qui arrive. Et du coup, on a plutôt tendance à vouloir soit repousser le choix, soit se dire à un moment il va falloir y aller, et puis on saute à pieds joints et on essaie de définir ça. Donc nous, on a fait aussi un travail de savoir à quoi ne devait pas servir l'IA, surtout au sein de l'entreprise. Donc le résultat qui est ressorti, c'est déjà que l'IA, ça ne doit pas servir à pallier un manque de formation des conseillers. Aujourd'hui, on va mettre en place, nous, des chatbots conseillers. On travaille sur le conseiller augmenté. Mais si le conseiller a besoin d'un chatbot pour connaître un process simple, c'est qu'on a raté quelque chose dans sa formation ou dans son suivi. Et puis en plus, on ne va pas gagner de temps si il est pendant une conversation, il est en train de chatter à côté pour connaître, je dirais, son job et une partie importante de son job, si c'est 80% des questions qui tournent autour de ces process simples. Et donc c'est vraiment ça. L'autre partie, ça ne doit pas servir pour nous, l'IA, à pallier aussi d'autres outils qui seraient défaillants, type CRM. On a des remontées de fiches. Alors on me cite souvent l'exemple de avec l'IA, on va pouvoir donner la date de la prochaine facture du client. C'est important. Si le client il va le demander sur le chatbot, il faut qu'on puisse lui donner, qu'il soit autonome. Mais par contre, s'il appelle un conseiller,
plutôt que le conseiller utilise l'IA pour demander c'est quand la prochaine facture, il faut juste que l'information, elle remonte avec la remontée de fiche, quoi. Donc l'IA ne doit pas pallier un outil défaillant ou en tout cas mettre en place des contournements de ce qu'on aurait raté dans la mise en place de ces remontées de fiches. Donc après, on a quand même vu aussi pour nous à quoi va servir l'IA. L'IA pour nous, c'est vecteur d'autonomie. Autonomie du client qui va pouvoir se développer à travers le self-care, qui va pouvoir faire beaucoup de choses, mais aussi l'autonomie des conseillers. Pour nous, c'est mettre à disposition des outils pour que les conseillers soient plus autonomes, plus responsables, donc plus responsabilisés, et beaucoup plus experts, c'est-à-dire pouvoir aller plus loin. Donc c'est ça. Donc nous, nos usages aujourd'hui sur l'IA, elle est sur différents points. Déjà, on utilise l'IA pour créer nos FAQ, c'est-à-dire qu'on utilise nos outils, on les injecte dans notre outil de FAQ et l'IA nous génère des questions et des réponses qu'on peut valider, transformer, changer le ton. Ça nous sert aussi, on a mis en place un callbot de détection d'intention d'appel. J'aime bien le terme, mais en fait, c'est que ça route bien au bon endroit. Ça écoute le client en langage naturel et ça va le router au bon endroit. Mais ça, c'est important pour nous parce que, mine de rien, on a réduit de moitié les taux de transfert entre services. Et donc, c'est une meilleure satisfaction pour le client. Donc ça, c'est le callbot qu'on a mis en place. On récupère aussi l'ensemble des verbatims qui sont présentés aux conseillers, ce qui leur permet de rebondir sur la demande du client plus facilement. Et on a mis en place un chatbot client qui a un peu plus d'un mois, donc qui est en apprentissage, et donc qui va permettre de traiter un certain nombre de données basées uniquement sur les données de la base de connaissances. Donc c'est-à-dire qu'on parle d'IA de confiance, on ne va pas chercher des infos un peu partout, on contrôle. Donc, voilà. On parlera juste après de collaborateurs augmentés, mais avant, j'aimerais que Romain Carache et SNCF Connect, vous nous parliez justement de cette place de l'IA dans le dispositif global, même si vous nous avez dressé un peu un portrait au début de ce dispositif. Oui, effectivement, on est quand même maintenant dans une ère où on se demande comment on faisait avant. Techniquement, chez nous et en expérience client, l'IA vient nous aider sur toute la partie un petit peu de l'expérience client, ça va être, et de l'expérience conseiller, ça va être avant, et notamment comment on fait pour prévoir des contacts, des volumes, nous dimensionner, etc. Ça va être comment l'IA nous aide également. Tu parlais de formation, mais c'est vrai. Aujourd'hui, que ce soit en éléments de discours, en langage, en rechallenge, en éléments de formation, elle nous aide beaucoup. Donc sur l'avant-interaction, c'est important. D'intégrer ces notions-là. On gagne énormément de temps. On gagne évidemment pendant l'interaction, pendant les échanges avec les clients. On y reviendra, on est vraiment dans des notions de conseillers augmentés. Aujourd'hui, les équipes SNCF Connect disposent effectivement d'assistants IA qui sont directement intégrés dans leurs outils et qui leur permettent pour le coup de reformuler, d'avoir des suggestions et des propositions de réponse. D'avoir des éléments de template, de s'assurer qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe ou de formulation. Donc on est dans ces enjeux-là d'aide et de transformation profonde. Et puis avant, pendant et après l'interaction, comme beaucoup, en fait, le feedback client et collaborateur est un cadeau. Mais ça peut être un cadeau, de très très nombreux cadeaux, évidemment, qu'on ne peut pas humainement regarder à la main ou scanner des demandes clients. Et donc on l'utilise aussi, l'IA, avec des solutions qui nous permettent de comprendre nos volumétries, nos typologies de demandes clients, et aussi et surtout de regarder dans un volet de satisfaction. Et c'est ce qui nous pousse en fait à nous transformer, à identifier des points de douleur, des process manquants. Tu disais des escalades qui sont incompréhensibles côté client, qui forcément vous génèrent de l'insat. Mais c'est pour toutes ces raisons en fait où on a envie de se dire qu'aujourd'hui on vit des vraies ruptures. On a les moyens de changer et transformer rapidement, et on voit en fait. Et tu parlais, de l'exigence client et des enjeux. Et en fait, avec tous ces outils-là, ils nous aident à les appréhender et à transformer plus vite.
Laurent Vinage chez Alltrix. Alors, il y a une question, tiens, je vais faire au fur et à mesure. Il y a une question très pointue, on demande un peu de name dropping. Quel est le nom du partenaire pour les analyses des avis chez Alltrix? C'est Did You Enjoy avec lequel on travaille. C'était bien ce que vous aviez qui nous sert pour des sondages satisfaction aux différents moments du parcours client. Merci de cette réponse. Vous voyez que ça fonctionne bien, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc Laurent Vinage chez Alltrix, vous avez une forte culture data, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est un peu finalement le socle de l'efficience de l'intelligence artificielle au sein de votre entreprise. Et comment est-ce que l'IA est mise à profit pour les collaborateurs justement en interne, et quelle est votre vision de ce sujet? Oui, tout à fait. Comme on l'a déjà un petit peu dit, une des clés, en tout cas à mon sens, de la réussite de l'intégration de l'IA, c'est d'avoir, un peu comme ça a été dit, de l'IA de confiance, c'est-à-dire d'être basé sur des données bien structurées, d'être connecté aux bons outils. Nous, pour la partie service client, je citais Salesforce pour avoir accès à toute notre partie CRM, base de données clients. Et en fait, l'erreur, je pense parfois qui peut être faite, c'est de dire grâce à l'IA, c'est super, on va apporter des réponses à nos clients, mais en fait, l'IA c'est juste un moyen, mais qu'il faut alimenter correctement derrière. Donc, comme c'est quelque chose, comme je le disais, qui est assez naturel chez nous d'avoir pas mal d'outils de data, et ça aide énormément. C'est vraiment quelque chose qu'on réfléchit en amont avant de travailler avec un nouveau prestataire, un nouveau partenaire. Une des premières choses qu'on va regarder, c'est quelle data on est capable de récupérer. Est-ce qu'on est capable de connecter ça à notre outil de BI, par exemple, pour réussir à alimenter correctement l'IA. Donc on l'utilise pas encore. Nous, pour le coup, on a commencé vraiment par la partie plus client que la partie agent, même si c'est dans les projets pour la suite. Pour la partie pour le coup collaborateur Alltrix de manière générale, comme je l'ai dit, c'est quand même quelque chose qui est adopté déjà de manière tout à fait courante, ne serait-ce que pour retranscrire des réunions, pour faire des résumés, pour faciliter les analyses. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel on est assez habitué. On va faire un petit sondage dans la salle. Quels sont celles et ceux qui utilisent l'intelligence artificielle au quotidien, ne serait-ce que pour les comptes rendus de réunion, les retranscriptions? Levez la main. Oui, on est presque à la moitié. Une petite moitié, oui. Ouais. Non mais voilà, effectivement c'est quelque chose, je pense, qui est de plus en plus courant, mais là où on peut se permettre certaines approximations sur des usages internes comme ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre avec les clients, donc d'où la nécessité d'orienter tout vers la data et d'avoir quelque chose de vraiment structuré. Après, dans les projets d'assistance agent, on a des choses similaires à ce qui a été cité, donc sur de la base de connaissances notamment. Encore une fois, effectivement, ça ne vient pas pallier des informations qui sont mal remontées ou qui sont mal structurées. C'est juste un outil pour mettre en avant des choses qu'on a bien structurées. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on l'a vu avec le chatbot, par exemple, quand on a construit les différents parcours, ça permet en fait de consolider parfois nos propres process, nos propres parcours, parce que pour que l'IA le restitue correctement, encore faut-il qu'à la base ça soit suffisamment structuré et bien organisé. Donc ça force aussi, je pense, en tout cas nous ça a été le cas, à bien structurer les choses pour pouvoir l'exploiter par l'IA, quoi. Merci pour cette mise en perspective, et je note effectivement, et c'est bien de l'avoir fait remarquer, c'est que vous avez commencé à adopter l'IA au bénéfice du client, là où c'est ce qu'on pensait il y a 15 ans, il y a 20 ans, on s'est dit ça va être tout pour le client, puis ensuite on s'est dit un des principaux bénéfices, ça va être évidemment pour les collaborateurs. Et aujourd'hui, vous avez fait chemin client, puis ensuite collaborateur. J'en profite puisqu'il y a beaucoup de questions pour vous, parce qu'on vous demande de révéler tout votre carnet d'adresses. On vous demande quel est l'outil que vous utilisez pour la traduction. C'est une bonne question. C'est un outil qui est utilisé directement chez Armatis, chez notre prestataire. Et si je dis pas de bêtises, c'est des choses qu'ils développent eux en interne. Je pense qu'on l'a vu pour tous celles et ceux dans la salle qui travaillent avec des outsourceurs. Ils sont aussi les premiers adopteurs de l'IA, parce que voilà, il y a un côté, je pense, ça a été dit tout à l'heure, où les conseillers parfois s'inquiètent de l'usage de l'IA, les outsourceurs aussi. Et du coup, je pense que ceux qui prennent la chose du bon côté, justement, adoptent l'IA et le mettent au service de leurs clients. Donc là, directement chez Armatis pour le coup.
Si vous avez un Mistral dans la poche, demandez-lui quel est l'outil de traduction utilisé par Armatis. Vous aurez peut-être la réponse. Sébastien Parent, à nouveau, je vais vous servir un caviar sur vos formules, parce que j'ai appris aussi beaucoup de choses avec vous. Vous dites qu'il faut des outils pour le facile et du temps pour le difficile. Là où généralement on parle de la faible valeur ajoutée et de la forte valeur ajoutée. Hein. Vous savez, c'est un peu depuis quelques années maintenant, on dit la faible valeur ajoutée pour les robots, pour le self-care automatisé, et la forte valeur ajoutée pour les collaborateurs. Comment est-ce que les collaborateurs vont devenir augmentés chez Gaz de Bordeaux ? Alors oui, alors c'est un peu facile, mais effectivement on ne considère pas qu'il y a de la faible valeur ajoutée. Il y a des demandes clients qui sont plus ou moins complexes et qu'il faut pouvoir traiter. Aujourd'hui, moi je suis dans un secteur où effectivement le monde de l'énergie, les utilities, on est quand même sur un moment où quand le client nous contacte, c'est pour un moment de vie. Soit il va déménager, donc c'est un peu stressant, soit c'est une séparation, un divorce. Un mariage aussi, il y a des moments plus positifs. Mais bon, c'est dans un moment de vie où il a besoin d'interagir avec nous pour traiter son contrat. Soit c'est parce qu'il y a des difficultés. Et le secteur de l'énergie qui a traversé une crise ces dernières années a vu les prix augmenter. Et effectivement, le client est quand même très très impliqué dans la relation avec son fournisseur d'énergie, dans le sens où la part de l'énergie dans le budget des ménages est de plus en plus importante. Donc quand on a une difficulté avec sa facture de compréhension ou de paiement, on est dans une situation de demande complexe avec son fournisseur. Donc nous, on essaye de travailler à fournir effectivement des outils IA ou pas, c'est-à-dire que les outils, ça peut être le chatbot, mais ça peut être aussi l'espace client bien fait, pour toutes les demandes faciles, changer un RIB, savoir ses heures creuses, ses heures pleines, il y a différents sujets, mais ça, il n'y a pas forcément besoin d'une interaction avec un conseiller, on peut l'avoir, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, il faut que nous, on arrête de regarder la DMT quand le client est en difficulté et qu'il faut l'accompagner. Et donc du coup, il faut qu'on arrive à libérer suffisamment de temps au conseiller pour pouvoir le mettre sur la partie difficile. C'est en ça où c'est les outils pour le facile et du temps et de l'expertise pour le difficile. Donc le conseiller, comment il va devenir augmenté ? Ce que j'ai dit tout à l'heure, pour nous, un conseiller qui est augmenté par l'IA, il doit être plus autonome, plus responsable, plus expert. Donc on travaille sur une base de connaissances, donc on est en train de récupérer l'ensemble de nos données, et c'est pas forcément simple, de tous les process, de tous les fiches de formation, les fiches métiers, qu'il faut mettre dans une base de connaissances, pour que ça puisse être mangé par l'IA. C'est pas simple parce que quand vous avez des fiches de formation, des fiches métiers avec des copies d'écran, avec des flèches et autres, l'IA encore n'est pas suffisamment forcément simple pour pouvoir traiter ça. Donc on va mettre en place cette base de connaissances, un chatbot à disposition des conseillers pour qu'ils puissent échanger et aller plus loin, parce qu'on pense que c'est une étape nécessaire. C'est pas ça qui va avoir le plus fort usage pour moi, mais c'est important de le mettre. Et on enchaîne directement et on va utiliser la même base de travail pour mettre de l'IA générative dans les emails. Donc au lieu de proposer un modèle de réponse, on va faire des modèles de réponse par IA qui vont analyser le contenu du mail et générer une première réponse qui sera soumise à validation ou à modification pour le conseiller. Donc ça, on va aider le conseiller de ce point de vue-là. Et après, l'histoire d'après, c'est plutôt de mettre des agents IA à disposition des clients, des conseillers, des agents très spécifiques. On n'y est pas encore, mais il y a des agents qu'on pourrait mettre en place, par exemple, pour l'analyse de la consommation sur les 3 dernières années, en croisant ça avec des données météo. Comment est-ce qu'on va pouvoir, là, avoir des agents très pertinents pour les conseillers, pour apporter de la valeur véritablement avec l'IA, et pas juste restituer ce qu'il y a dans le CRM. Oui, puis vous disiez quelque chose de très juste dans notre échange, quand on parlait de faible et forte valeur ajoutée, de facile et de difficile. Les collaborateurs, quand on leur dit « ouais, vous allez voir, ça va être génial, demain vous ferez que des contacts à forte valeur ajoutée, que des problèmes difficiles, le reste, ça sera pour l'IA ». Les collaborateurs disent « non mais on peut avoir un peu de facile aussi, on peut avoir des échanges finalement assez simples et répondre à des questions bêtes ». Oui, il y a besoin de cette respiration de temps en temps avec effectivement avoir un client qui appelle juste pour changer son RIB, le changer d'avoir un merci, ça a pris quelques minutes. Ça permet peut-être dans une journée de respirer. Si on enlève tout ça, ça va être plus compliqué, donc il faut le remplacer.
Et notre objectif, nous, c'est de le remplacer par des temps de formation, par de la mise à disposition d'outils pour les pouvoir permettre justement de gagner en autonomie et en expertise. Je crois que c'est un vrai bon challenge, une vraie bonne question de management. Romain Carache, SNCF Connect, on a compris qu'on n'oppose pas la techno et l'humain, le self-care et l'escalade qui ne répondent pas, selon vous, aux mêmes attentes. Quels sont les bénéfices qui sont attendus pour les collaborateurs, justement, par l'intelligence artificielle ? Ouais, effectivement, enfin, on n'oppose absolument pas les deux. Et chez nous, chez SNCF Connect, en fait, on a ce même moteur en fait, d'IA générative qui va être proposé à la fois vision client, mais aussi vision conseiller. Pour la petite histoire, nous, dans le parcours, c'est d'abord les conseillers SNCF Connect qui ont fait grandir l'IA générative au point d'être assez confiants et matures pour le proposer en fait à nos utilisateurs et de manière progressive sur le site et l'app. C'est comme ça que ça s'est passé, des conseillers qui sont venus un peu entraîner des modèles d'IA de réponse. Et pour avouer, au tout début, on pensait même pas garder ces solutions d'IA générative pour les conseillers. Mais une fois, c'est ce que j'expliquais avant, une fois qu'on y a goûté, effectivement, c'est quand même un peu compliqué de s'en passer. En fait, et aujourd'hui, cette même technologie d'IA générative, on a réussi à l'intégrer et à l'importer directement dans nos plateformes de réponses conseillées, où en fait, on ne vient pas ajouter chez nous, en fait, côté conseiller, un geste supplémentaire, un outil en plus, des éléments, je ne sais pas, de questionnement après. L'important est que cette assistante, en tous les cas de GenAI, soit vraiment proposée directement au cœur du quotidien de l'équipe, du conseiller. Il peut l'utiliser comme il peut souhaiter ne pas l'utiliser, mais en tout cas, l'expérience, elle est aussi fluide pour lui, sans ajout de gestes supplémentaires. Et aujourd'hui, cette IA-Gen, donc vision conseiller, qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Elle permet d'avoir une demande client. Voilà. Moi, conseiller, je reçois une demande client. Je clique sur mon assistant IA. L'assistant IA me permet déjà de templatiser la réponse au sens d'un accueil, du bonjour, des formulations, etc. Cet assistant IA permet de résumer la demande du client et elle va pouvoir aussi venir proposer des suggestions de réponses qui sont basées sur nos modèles de knowledge là, ou de solutions de FAQ, et ce qui permet en fait aux conseillers d'appréhender ou d'avoir un nouveau rôle clairement là-dessus, de gagner en efficience, en efficacité, d'être soulagé. Alors on parlait de tâches de valeur ajoutée, je le prendrai pas comme ça en fait. On perd certainement du temps en fait à écrire toujours bonjour à la main, on va faire des choses et des résumés, et c'est vraiment des vrais gains côté utilisation au quotidien. Et effectivement, c'est comme ça qu'on l'a pris. Vision user, ou conseiller friendly directement dans les interfaces, par rapport à de la valeur qui lui est proposée dans son métier, et on n'oppose pas, en tous les cas, expertise, intelligence émotionnelle, réponse et parcours par rapport à des réponses qui peuvent être purement techniques ou expertes. On en est là. L'IA, de ces points de vue-là, remplacera jamais les relations qu'on veut entretenir avec nos clients. Merci. J'ai une question pour vous, une toute petite. C'est peut-être dans un ensemble, et vous y avez peut-être déjà répondu. Quel outil IA est utilisé pour la correction orthographique chez SNCF ? Alors peut-être que c'est une personne qui sait que je suis le co-organisateur de la dictée de la relation client qui aura lieu le vendredi 10 octobre prochain avec Orthodidacte. D'ailleurs, on a appris que 40% des humains faisaient moins de fautes que les intelligences artificielles, et que la meilleure intelligence artificielle était Claude Anthropique, qui avait fait moins de fautes que ChatGPT et consorts.
Oui, à la réponse. Alors nous, notre techno IA, en fait, elle a été développée par des équipes en propre et en interne, basées sur des LLM du marché. Mais donc on passe pas forcément par des éditeurs ou des solutions tierces, en tous les cas là-dessus, pour repasser à la moulinette. Donc je serais un peu... voilà, c'est pas chez moi, en tous les cas, pour cette question, qu'on peut s'inspirer sur une liste d'outils pour corriger les fautes d'orthographe. Entendu. J'aimerais, il nous reste un petit quart d'heure et je me tourne vers la régie pour leur dire que le minuteur ne fonctionne plus, mais c'est pas grave, j'en avais un en backup. J'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est à la frontière du marketing et de l'expérience client et une vraie autre bonne question. On a parlé d'une question et d'un défi en termes de management. Là, il y a peut-être un défi en termes de marketing, c'est-à-dire quel style pour l'intelligence artificielle. On l'appelle souvent le tone of voice. Et chez Alltrix, Laurent Vinache, je suis assez curieux de connaître justement ce tone of voice, ce style relationnel, le style de discours, le ton de voix que vous avez donné à votre intelligence artificielle. Parce qu'il y a un style au Alltrix. Oui, tout à fait. On essaye en tout cas de faire en sorte qu'il y en ait un. Déjà, c'est quand même très défini par le milieu dans lequel on évolue. Donc, c'est le sport. En l'occurrence, plutôt le sport plaisir, le sport passion. Chez nous, on s'adresse à une clientèle de spécialistes, généralement vraiment de passionnés, là où Decathlon adresse plutôt le grand public. Et donc du coup, on a ça effectivement qu'on essaye de faire transparaître au travers de nos échanges. Alors à la fois, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'homogène dans le parcours client, qu'il échange avec un conseiller par téléphone, par mail, avec un conseiller physiquement en magasin ou avec le chatbot. On essaye d'avoir quelque chose d'homogène. Et donc l'idée, c'est d'avoir un peu quand même quelque chose de convivial, de sympathique. Alors ça reste professionnel, on n'est pas sur du langage familier, mais on essaye quand même de donner un échange. On vous voit par exemple, on appelle par le prénom. Exactement, on va appeler par le prénom, tout à fait. C'est quelque chose qu'on fait depuis le début d'Alltrix. On reste sur du vouvoiement quand même. Voilà, certains utilisent le tutoiement, nous on est quand même sur du vouvoiement. Mais voilà, il faut que ça reste un échange convivial, agréable. On est un peu aussi dans un esprit communautaire. En fait, les pratiquants de vélo, de running, outdoor, c'est souvent des gens qui pratiquent à plusieurs, en famille, entre amis, en club. Donc en fait, on essaye d'intégrer Alltrix à cette expérience globale et voilà, il ne faut pas que ça sorte par un échange froid avec un robot trop formaliste. Il ne faut pas que ça sorte de l'expérience. Donc voilà, c'est quelque chose qui se travaille en amont pour le coup, pour donner l'exemple du chatbot par exemple. Avec Smart Tribune, on a fait des ateliers avant de lancer et puis qu'on continue à faire évoluer au fur et à mesure évidemment, où l'idée c'était de dire est-ce qu'on veut des réponses plutôt longues, plutôt courtes, justement le tutoiement, le vouvoiement, le langage, à quel point le langage va être soutenu ou non. Et ça permet de coller un petit peu à ce qu'on fait par ailleurs. Et pour réussir à faire ça, on leur a aussi donné des contenus de ce que faisaient les conseillers. Il y a des choses qui sont travaillées aussi côté marketing sur le tone of voice. Et l'avantage pour nous, c'est que ça se nourrissait aussi de la FAQ qu'on avait déjà travaillé dans ce ton uniforme. Et donc, il y avait juste, entre guillemets, à rester sur la même longueur d'onde, quoi. Merci pour cet éclairage. Sébastien Parent, chez Gaz de Bordeaux, vous aussi, vous travaillez sur ce sujet ? Oui, on a effectivement mis en place quelques ateliers sur ce sujet-là en amont de la mise en place du chatbot. On se rend compte que même si on a fait des ateliers en amont, ça a besoin d'être travaillé largement après, et on est assez régulièrement à se poser la question de comment le travailler, ce tone of voice, parce que chez Gaz de Bordeaux par exemple, il n'y a pas de script pour les conseillers. On travaille vraiment la proximité, c'est exprimé de manière assez naturelle, donc on voudrait que le chatbot soit de la même manière, orienté proximité et simplicité. Donc du coup, on est en train d'envisager plusieurs modes d'accompagnement et de formation autour de ce tone of voice, de mise en place d'ateliers, et on pense que ça peut même devenir une des activités des conseillers, de dire à un conseiller, le chatbot il a répondu ça, t'aurais répondu quoi toi? Alors il faut faire attention, parce que l'idée c'est pas de dire au conseiller il y a toujours l'idée de est-ce que vous allez entraîner votre remplaçant, donc on a fait attention et il faut bien expliquer et accompagner, mais je pense que ça va faire partie des futures tâches des conseillers, de gérer et le contenu, parce que est-ce que le contenu est bon, est-ce que le ton et la manière de répondre aux conseillers correspond bien à ce que l'on fait entre guillemets dans la vraie vie.
Donc ça, oui, est-ce que c'est en ligne avec vos valeurs aussi, avec votre positionnement? Avec l'ensemble. Et donc on doit... Et qui mieux que les conseillers pour savoir comment on parle à un client? J'ai pas encore trouvé mieux. Merci. Romain Carache, SNCF Connect, vous prenez aussi le sujet du tone of voice au sérieux. Et c'est un travail collaboratif d'ailleurs avec les équipes qui gèrent la marque. C'est ça? Est-ce que parlez-nous un peu de votre ton et de votre façon de mettre en œuvre? C'est complètement ça, et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Enfin, l'IA Gen ou les bots, etc., elles adoptent facilement différents styles, différentes techniques, et si vous réfléchissez pas un peu en amont, effectivement, vous pouvez soit rentrer en dissonance complète. On prend juste un exemple d'IA Gen qui est proposé à vos conseillers dans les outils. Si effectivement la tonalité est complètement dissonante par rapport à ses grilles qualité, à un moment, on va avoir vite un problème. Et chez nous, on l'a travaillé de manière un peu conjointe, et c'est vrai, comme nous tous, conseillers, comme newsletter, comme suite, etc. En fait, on a défini un acronyme qui s'appelle PURE, P-U-R-E, pour définir justement cette charte de langage, cette tonalité. Et le P, c'est bien, ça fait appel à des enjeux. Chez nous, c'est proche. On est vraiment dans de la proximité, dans de l'accueil. Le U, c'est universel. On est vraiment dans des niveaux de... on adresse un service pour tous, on est là pour chacun. Le R, c'est responsable. Donc on vient adresser des enjeux d'authenticité avec une écoute humble et bienveillante. Et le E, on est vraiment sur des niveaux, on va dire, un peu plus d'empathie et des niveaux d'efficacité, où au sens on veut lutter contre le superflu, pas de verbiage, du langage simple, compréhensible là-dessus. Donc tout ça, en fait, dans notre manière, en tous les cas, de nous exprimer, nous montrer en visibilité face à nos utilisateurs et nos clients, en fait, on a cette approche-là qui a été effectivement définie en amont par nos équipes et qui va s'appliquer à tous nos touchpoints humains comme bots. Alors messieurs, si vous le voulez bien, comme il nous reste exactement 10 minutes, il y a pas mal de questions. Je vais directement enchaîner, Romain, sur la dernière question. C'est alors les prochains développements, parce qu'on parle aussi, on agite ce chiffon de l'agent natif, de l'agent, enfin c'est même pas un chiffon, c'est certainement le futur, d'agent complètement autonome, avec les nouvelles versions d'intelligence artificielle omnimodale. Comment est-ce que vous voyez ce futur et cette autonomie des agents IA? Ouais, le futur ou le changement d'environnement tech, c'est certain. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que ça bouge. On voit déjà les transformations qui arrivent. Et évidemment que ça va continuer à bouger. Nous, ce qu'on fait côté SNCF Connect, c'est de continuer en fait à prendre ce prisme de changement de technologie, on va le dire à la fois par le besoin, par rapport à le besoin, que ce soit client ou conseiller, et aussi par rapport à la valeur héroïste aussi d'engagement, sans ce que tu disais très bien aussi, sans on va dire, être lié à des technos qui demain seront obsolètes. Voilà, c'est un peu le prisme qui est pris chez nous. On a envie d'accélérer sur des sujets, t'en parlais peut-être de quality monitoring. Moi, je pense que ça fait sens pour certains profils, en tous les cas, d'être coachés, notamment pour des nouveaux arrivés par une espèce d'IA bienveillante qui vous assure que vous n'avez rien raté, que vous avez bien travaillé, etc. là-dessus. Et je pense qu'il y a des solutions qui existent. Et il faut y aller. Je pense qu'on va tous être drivés par la puissance, et t'en parlais Thierry aussi, de la data. Dit autrement, c'est comment on a arrangé notre chambre par de l'information structurée et non structurée, pour que l'IA, au-delà de généralité, puisse aller vraiment dans davantage de personnalisation, et donc dit autrement, pour que le client, plus d'efficience, plus de compréhension, plus d'analyse et plus fine. Évidemment qu'on adressera ces sujets.
Et voilà, c'est déjà des beaux enjeux et des beaux challenges, hein, tout en gardant ou en ayant en tête, en tous les cas, nos responsabilités liées, on en parlait, enfin, qu'est-ce qu'on fait des données clients, des données clients, de l'éthique, de la responsabilité, de la souveraineté et du coup de la confiance, hein, que évidemment les clients attendent de nous. Merci. En conclusion, Sébastien Parent, quelles sont vos perspectives à court et à long terme? Quelle est votre vision de l'usage étendu de l'IA? Alors à long terme sur l'IA, je sais pas, j'arrive pas à voir. À court terme, l'idée c'est que nous on va travailler effectivement à améliorer déjà l'existant. On va travailler de manière pragmatique, cas d'usage par cas d'usage. On va avancer. Moi j'ai la chance d'avoir dans mon équipe quelqu'un qui est passionné d'IA, donc qui me sollicite assez souvent et on parle beaucoup de data room et je pense que ce que tu viens de dire lui a beaucoup plu. Mais voilà, on va travailler cas d'usage par cas d'usage, travailler sur améliorer, pouvoir mieux répondre, travailler sur le callbot pour faire du contrôle de référence plutôt que ce soit le conseiller qui le fasse, que ça soit fait en amont de la conversation. Donc travailler sur l'IA avant la conversation, travailler sur l'IA après avec du résumé d'appel et du quality monitoring. Voilà, on va orienter ça et améliorer. On a déjà mis en place un chatbot, on va mettre tout ça, donc on les fait progresser cas d'usage par cas d'usage. Merci de répondre aussi à pas mal de questions en même temps sur le bon équilibre entre l'humain et le digital, si je puis dire. Et Laurent Vinas, en conclusion, alors j'ai deux questions. J'ai une question d'une personne de la salle qui vous demande: est-ce que vous nommez des référents IA en interne pour accélérer l'adoption en interne chez vous, chez Alteryx? Alors on aimerait, ce serait une bonne idée. Dans les faits, non, ça n'a pas été fait pour l'instant. Après, on reste une petite structure. L'équipe du service client en interne, c'est 20 et quelques personnes. On a, pour la gestion de projet, c'est géré directement par moi et puis par notre directrice de la relation client. Donc on n'a pas forcément mis en place des choses plus structurées là-dessus pour l'instant, mais c'est une piste intéressante pour faire évoluer et faire participer les gens. Ouais, tout à fait. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors je sais que vous ne visez pas le 100% IA, mais est-ce que vous avez une petite idée du délai d'arrivée des agents autonomes? C'est la question à 1 million d'euros de ce salon. Hein. Ouais, après effectivement sur l'agent autonome, je pense que nous ce qu'on vise, c'est pas forcément l'agent autonome à court ou même moyen terme qui réponde à toutes les typologies de questions. Par contre, oui, sur certaines typologies, je pense que du mailbot d'ici 1 an ou 2, en tout cas, c'est un peu les étapes qu'on vise pour la suite. C'est tout à fait envisageable. Maintenant, encore une fois, il faut bien définir le type de demande qui va être traité par le mailbot. Et on avait fait, juste pour une petite parenthèse, on avait fait un test justement sur du conseil produit il y a à peu près 1 an sur de l'avant-vente et typiquement c'était pas encore satisfaisant, pas concluant. Alors après, pas forcément à cause de la techno, il y a plein de paramètres, mais voilà, c'est pas non plus une baguette magique qu'on peut mettre sur n'importe quel périmètre, quoi. J'ai une question pour vous trois. Alors elle visait directement, plutôt Romain, mais quels sont les indicateurs de performance ou de satisfaction client qui vous permettent de valider l'implémentation d'une solution d'intelligence artificielle chez SNCF Connect ou Gaz de Bordeaux ou Alteryx? Je peux peut-être commencer, mais effectivement, c'est une très bonne question. Hein. Comment on héroïse ces projets-là, ou au-delà de la satisfaction utilisateur et fierté d'implémentation. Et en fait, chez nous, on a commencé le travail d'IA Vision conseiller augmenté en avril dernier, en avril 2024. Et on arrive aujourd'hui à ce qu'on appelle un 20 sur 20. C'est-à-dire qu'on gagne sur des métriques, je sais que tu n'aimes pas Thierry, mais des métriques de DMT où on tourne aux alentours des 4 minutes 30, on gagne 20 secondes. Hein, et de 2, par rapport à de la satisfaction et le plus important, en perception utilisateur et sur de l'écrit, on gagne plus de 20 points de satisfaction par rapport à des reformulations, par rapport à des discours qui sont pertinents, par rapport à des suggestions. Donc sur ce combo entre les deux, nous, on fait du 20 sur 20. Qu'est-ce que vous regardez plus particulièrement dans vos métriques? Alors, sur la validation de l'implémentation d'une solution IA, ce qu'on va regarder, c'est, et ce qu'on doit regarder, on est en train de mettre en place tout ça, c'est effectivement c'est le taux d'escalade. Est-ce que l'IA a répondu
On parle de taux de résolution au premier contact pour les appels, c'est un peu la même chose pour l'IA. Est-ce que ça a répondu à la question du client ou est-ce que ça a nécessité qu'il aille plus loin? Donc quel est le taux d'escalade? Et après, à nous d'implémenter aussi la CSAT dans les différents points de contact. Et il faut le faire aussi sur la partie chatbot. On a aujourd'hui, clairement, on a un taux de satisfaction sur le chatbot qui nous est proposé. Le premier mois, il était à 40%. Le deuxième mois, il était à 45%. On y travaille à chaque fois pour améliorer. Ça ne marche pas du premier coup. Donc on va regarder ces métriques-là. Et vous, Laurent, chez Alltrix? Oui, pour le coup, tout a été dit. Je pense qu'il y a effectivement la partie satisfaction qui est hyper importante et la partie escalade, parce que l'idée, c'est pas juste de rajouter un canal additionnel. Enfin, c'est bien parce que ça rajoute du self-care et puis notamment sur du 24h sur 24, 7 jours sur 7. Mais l'idée, voilà, c'est quand même aussi de réduire les contacts sur les autres canaux. Donc on mesure effectivement l'escalade, ouais, tout à fait. Allez, une dernière question, il nous reste 2 minutes. Une question, en faisant appel à l'IA générative pour proposer des réponses aux conseillers clients, ne perd-on pas en maîtrise et en expertise? Alors vous avez déjà tous un peu répondu à ce sujet-là, mais il n'y a pas la crainte de perdre en expertise? Je pense que c'est ce qu'on a un petit peu dit. Ouais, l'idée, c'est de le cadrer suffisamment. Si justement on arrive à nourrir suffisamment l'IA de l'expertise déjà, des process qui vont bien, au contraire, ça fait quand même gagner du temps. Et ça a de la valeur ajoutée. Donc je pense pas que ça remplacera pas l'expertise. Ça vient s'appuyer plutôt sur l'expertise justement qu'on a déjà. Pour mieux l'exploiter. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Oui, puis on pourrait dire maîtrise technique, mais pas maîtrise forcément des émotions et de la prise en compte des émotions du client, leurs besoins émotionnels. Oui, puis ça va développer l'expertise pour moi, vraiment l'accès à l'IA, parce qu'on va donner plus d'informations plus facilement. On peut aller sur des bases de connaissances, donc des bases de connaissances internes, mais on peut aussi s'ouvrir sur, pour nous, sur le chèque énergie par exemple, d'aller directement taper dans des informations dans les informations que donne le gouvernement sur ce sujet-là. Et aussi, ça va permettre à des conseillers qui aujourd'hui, pour des demandes de certains niveaux, devaient s'appuyer sur un superviseur pour avoir une validation. Si on leur donne suffisamment d'éléments, ils n'auront plus besoin de s'appuyer sur le superviseur. C'est pour ça, plus d'expertise et plus de responsabilité. Il faut les rendre responsables, les conseillers. Et j'appuie, en fait, l'IA générative, au final, elle fait quoi? Elle enlève un geste conseillé qui était d'aller chercher dans une base de connaissances une réponse. Aujourd'hui, tout vient à lui. Et voilà, enfin, je pense que on parlait d'expérience conseillée, on en est là. Donc, effectivement, on ne va pas chercher à avoir des IA qui sont plus expertes, plus formées que les conseillers, mais par rapport à ce qu'on a dit, on va l'aider en fait. On va l'aider, on va supprimer des gestes qui venaient lui polluer un peu sa journée de travail. Et pour la petite histoire, nous, le retour, dès que vous allez implémenter un petit peu ces notions d'IA générative auprès des équipes, nous, le premier de retour, ça a été côté conseiller, c'est de nous dire mais ça me sert à rien. Encore une fois, sur cette thématique d'expertise. Je connais mieux effectivement que la réponse suggérée par le bot, donc qu'est-ce que ça va m'apporter d'utiliser l'IA générative dans mon quotidien? Et on se retrouve vraiment dans des notions d'accompagnement au changement, d'explication, pour montrer qu'effectivement derrière cette solution, il n'y a pas tant que de l'expertise, du suivi, etc., mais bien d'autres aspects qui viennent aider et accompagner un petit peu au quotidien. Merci, ainsi s'achève sur vos applaudissements cette deuxième plénière du salon All for Customer Paris sur le thème du client. Merci à nos 3 invités. Je vous souhaite un excellent salon et je vous dis à très bientôt.